All rise. We would away. The International Criminal Court is now in session. Lord John de Coupe Panel International at Uwait. Please be seated. We have Eswa. Good morning, everyone. La juge présidente, bonjour à tous. Greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Bonjour, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge. Situation en Ouganda. En affaire, le procureur contre Joseph Kony. Référence de l'affaire ICC 02 04 01 05. Et nous sommes en audience ouverte. La Présidente. Je crois comprendre que les deux parties avaient des questions à soulever. Oui, bonjour. Merci, Madame la Présidente. Malheureusement, ce matin, je dois faire rapport d'une erreur malheureuse qui a été faite dans l'accusation, dans le choix d'une photo que nous avons par erreur attribuée à M. Rascal Kouya et que nous avons utilisée lors de notre présentation projetée hier. Nous avons montré une image d'un coup tiré par balle dans la tête et cette photo, le fait qu'elle ne représentait pas M. Lukuya n'a pas attiré notre attention hier, mais nous avons vérifié. Mais nous avons, après vérification, conclu que le seuil de vérification n'était pas suffisant. Je parle de la référence UGA OTP 0001350. Et l'accusation voudrait retirer cette image de sa liste de preuves et nous prendrons les prochaines étapes nécessaires pour corriger tout document que nous allons soumettre qui pourrait également faire référence à cette photo comme identifiant M. Lokoya et également dans le mémoire pré-confirmation, mais ça après l'audience. Donc toutes les informations que nous avons présentées hier seront corrigées. J'espère que vous allez excuser cette erreur malheureuse que je viens de mentionner. La juge présidente, très bien. La défense, avez-vous une réponse à cela? La défense, aucune. Très bien. Puisque vous êtes debout, vous aviez une question à porter à l'attention de la Chambre. La réponse à cette question est négative, Madame la Présidente. La Présidente, très bien. Je remercie l'accusation d'avoir soulevé ce point. Il est dûment noté et les dispositions seront prises pour que cela soit corrigé au compte rendu après l'audience. Nous vous passons encore la parole. Nous pensons qu'il vous reste encore 1 heure. Thank you, Madam President. Merci, mesdames les juges, monsieur le juge. Je vais utiliser, je pense, 40 minutes pour ma présentation. Je prendrai la parole ce matin pour vous parler des crimes de l'ARS contre les enfants, pour conclure cette présentation sur le fond. Ma présentation sera entièrement publique,
pour la projection et même pour ce que je dirais, à moins que je ne le précise. Mesdames, Messieurs les juges, des présentations vous ont été faites jusqu'ici qui vous ont présenté le dommage qui a été infligé par l'ARS dans la société nord-ougandaise et en particulier ses enfants. Nous insistons sur ce point à dessein parce qu'il reflète la réalité de la commission que la commission des crimes contre les enfants était au centre de la politique de l'ARS, telle qu'elle a été conçue et mise en œuvre par M. Kony. Nous pensons que M. Kony et les co-auteurs, conjointement et à travers les combattants ARS sous leur commandement, ont engagé une campagne organisée pour enlever des enfants au nord de l'Ouganda, y compris des enfants âgés de moins de 15 ans, en vue de les intégrer au sein de l'ARS. Je vais commencer par la projection, par un court extrait d'un documentaire de 2003 dans lequel un enfant enlevé, que nous avons appelé David, décrit sa vie comme enfant soldat au sein de l'ARS. Mesdames, Monsieur le juge, son expérience reflète la situation de plusieurs enfants soldats, esclaves pendant la période considérée. Il s'agit du World Vision Center à Gulu. Just one moment, Your Honours. Un moment pendant que nous réglons les questions de son. Fourteen-year-old David was abducted by the LRA when he was walking home. David, âgé de 14 ans, a été enlevé par l'ARS. Nous avons caché son identité pour le protéger. Les rebelles ont ordonné à David de tuer son père. Without his father as a Sans son père, David et deux autres jeunes hommes ont été instruits de tuer une femme dans un village voisin. the woman begged for her. La femme a supplié pour avoir la vie sauve. And for the record, that Pour le compte rendu, référence UGA OTP 001375 à 3 minutes 10 secondes jusqu'à 4 minutes 22. La transcription se trouve à UGA OTP 00001566. Et la traduction en anglais se trouve à UGA OTP 00001557. Vous l'avez entendu de mon collègue, de ma collègue, Madame Von Braun, c'était les ordres permanents de M. Kony qui ont lancé la mise en œuvre de cette politique. M. Kony et les combattants de l'ARS ont ciblé les enfants parce qu'ils les trouvaient faciles à endoctriner et moins susceptibles de fuir. Un ancien combattant de l'ARS, le P0372, pendant le procès Ongwen, a répondu lorsque la question lui a été posée sur le choix de l'enlèvement des jeunes enfants. La raison
est que ces jeunes pouvaient être embrouillés, endoctrinés et ne penseraient pas à rentrer à la maison. Il était plus facile de changer leur point de vue pour qu'ils puissent faire partie des soldats. Les enfants oublient facilement. Référence UGA OTP 00000625 à la page 51. Cette raison est confirmée par les ordres de M. Coney lui-même entendu lors de communications radio interceptées pendant la période. Dans une entrée du 21 octobre 2002, M. Coney a enregistré disant que l'ARS ne devait pas enlever des personnes âgées de plus de 15 ans parce que, je cite, ils sont problématiques. Référence UGA OTP 00650002 à la page 0049. Le 26 novembre 2002, M. Coney a enregistré déclarant que des personnes dont l'esprit ou la position ne leur est pas très claire doivent tous être tués. Il est plus facile de travailler avec les enfants qu'il a capturés et formés pour devenir des soldats ARS parce qu'ils ne se souciaient pas des biens matériels. C'est la même référence à la page 0065. Le 29 novembre 2002, M. Coney a dit à Vincent Otti, à travers la radio ARS, de se concentrer, je cite, à enlever uniquement les enfants qui sont faciles à contrôler. Il s'agit de la même référence à la page 0073. L'enlèvement, bien sûr, n'était pas le seul mode d'entrée des enfants au sein de l'ARS. Monsieur Coney avait envisagé la création d'une nouvelle tribu, ce qui a impliqué que des centaines d'enfants sont nés en captivité avant et pendant la période considérée. Ils ont été portés et sont nés de ces femmes et filles qui ont été réduites en esclavage par l'ARS et sont devenues des femmes forcées, comme ma collègue Madame Daguirre l'a décrit. Elles étaient la preuve et la matérialisation du plan de M. Coney. M. Coney lui-même a eu des douzaines d'enfants de plusieurs de ses épouses forcées. Sur votre écran maintenant apparaît une liste d'enfants de M. Coney, nés de ces femmes forcées. Les noms des enfants sont masqués pour protéger leur anonymat. Référence UGA OTP 01500059. Il ne s'agit nullement d'une liste exhaustive et elle inclut uniquement les noms dont le témoin se souvenait. En effet, M. Coney avait tellement d'enfants que lui-même a dû créer un moyen de s'en souvenir. D'après le témoin P1034, M. Coney enregistrait les noms et les dates de naissance de ses enfants dans un livre. Le témoin a estimé qu'il pouvait avoir plus de 100 enfants nés de lui. Référence UGA OTP 00001146. Paragraphe 117. Monsieur Coney considérait ses enfants, les siens et les autres enfants, comme le divin commencement d'une nouvelle branche Acholi. Mais la réalité que ces enfants vivaient n'était pas glorieuse. Je vais vous présenter une vidéo, un extrait d'un documentaire de 2002 du
du diffuseur australien SBS intitulé Au nom du Seigneur. Dans cette vidéo, vous verrez l'état d'un groupe de femmes, des bébés, de petits-enfants qui avaient été libérés par l'ARS. L'accusation avance que ces enfants appartenaient à des centaines de femmes et d'enfants enlevés à Atiak en juin 2002. Cet événement précède la période considérée, mais il est très pertinent pour représenter l'état déplorable dans lequel l'ARS a gardé les femmes réduites en esclavage et leurs enfants. Référence UGA OTP 00001366 de 1541 à 1603. Et la transcription correspondante se trouve à la référence UGA OTP 00001565. Je vous avertis que ce sont des images qui peuvent perturber. Plusieurs de ces enfants avaient des blessures profondes au cou dues à la longue distance marchée par leur maman. Les infirmières de la communauté Atiak leur donnent des vêtements propres à porter. As these images show, Comme le montrent ces images, même les plus jeunes n'étaient pas épargnés de ces souffrances. Ma collègue, Madame Daguerre, vous a déjà parlé de l'absence de soins médicaux prodigués aux nouveau-nés et à leur maman qui accouchaient dans la brousse. De même, les nouveau-nés n'avaient pas la pitance de base. Au cours du procès Ongwen, le témoin P0099, une femme forcée de Ongwen, a décrit que sa décision de fuir l'ARS était une question de vie ou de mort pour elle et son bébé. Les conditions dans lesquelles vivait mon enfant, l'absence de lait maternel. Si j'avais décidé de rester dans la brousse à ce moment-là, j'aurais perdu mon enfant. Je n'étais pas à mesure de produire du lait pour mon enfant et il était extrêmement difficile pour moi de vivre avec cet enfant dans la brousse dans ces conditions. Référence UGA OTP 00000945, page 59. Quand bien même les enfants passaient les premières étapes dans l'ARS, ils étaient exposés à un danger permanent. Le témoin P0063, une femme forcée, a expliqué dans sa déclaration que les enfants étaient généralement les dommages collatéraux des affrontements de l'ARS avec le gouvernement ougandais. Les hélicoptères tiraient sur nous, même les femmes. Même les enfants, parfois ils tiraient sur les mères. Si les mamans étaient tuées, alors les enfants mouraient. Référence UGA OTP 00430021, paragraphe 86. Pour aggraver ce traumatisme, les enfants nés en captivité qui arrivaient à s'échapper de l'ARS faisaient face à la stigmatisation et des abus des communautés qui les recevaient, en particulier les enfants qui étaient nés de M. Kony. Le témoin de la défense lors du procès Ongwen 0130, un fils de M. Kony, a décrit le traitement qu'il recevait au centre de réhabilitation après qu'il ait été secouru de l'ARS. Je cite, « Dans le camp, je n'avais pas d'amis. Personne ne voulait que ses enfants jouent avec moi à cause de mon père. Il me disait des choses méchantes comme « fils d'un meurtrier ».
Ma mère avait plusieurs proches dans le camp, mais je ne les connaissais pas. Ils gardaient leur distance et ils gardaient également leurs enfants à distance. Référence UGA D 26 0025 0001, paragraphe 8. Mesdames, Monsieur le juge, je passe maintenant au droit de possession que M. Kony avait sur les enfants enlevés. Pour le dire simplement, c'est un chef d'accusation de mise en esclavage comme crime contre l'humanité. Me rappelant les propos de ma collègue Mme Van Brown, l'ARS était une armée d'enfants. Leur esclavage était le cœur même est le cœur même de la thèse du procureur contre M. Kony pour crime contre les enfants. Après avoir été enlevés, les enfants étaient distribués au domicile de divers combattants de l'ARS ou assignés à des commandants ou des combattants en particulier. Les enfants, comme les autres personnes enlevées, pouvaient être déplacés d'un commandant ARS à l'autre ou entre les unités. Ils étaient forcés à porter des lourdes charges sur de longues distances pendant longtemps. Plusieurs témoins de l'accusation qui ont été enlevés en tant qu'enfants ont décrit les difficiles conditions de captivité. Le témoin P98, par exemple, qui a été enlevé à l'âge de 12 ans, décrit avoir été forcé de marcher du matin au soir sans eau ou nourriture suffisante. Référence UGA OTP 01 65 0002, paragraphe 27. Le témoin P275, qui avait été enlevé au camp de déplacés internes d'Odek à l'âge de 9 ans, a décrit avoir été forcé de fuir des soldats gouvernementaux en essayant de maintenir sur sa tête une marmite de soupe chaude. Elle était tellement brûlante qu'il a porté des cicatrices pendant de longues années. Référence UGA OTP 0244 3398, paragraphe 8.5. L'ARS forçait les enfants à marcher de longues distances, très souvent pieds nus, avec les pieds enflés, blessés, assoiffés, affamés. Un témoin se rappelle avoir voyagé du jour à la nuit pour arriver au Soudan sous les ordres de M. Kony dans des conditions horribles. Je cite, « Si M. Kony nous demandait d'arriver à un endroit à une certaine heure, nous devions voyager sans arrêt. Nous avons voyagé jour et nuit pour atteindre le Soudan. Les pieds étaient enflés. Nous avons traversé la frontière et nous n'avons pas eu d'eau après la frontière pendant une longue période. Un enfant est même mort de soif. Une fille s'est assise. Je ne me rappelle pas son nom. Je me rappelle avoir été demandé d'observer pendant que ses pieds qui étaient très enflés ont été coupés par les rebelles. Avec votre permission, mesdames et messieurs de la Cour, je vais passer à huis clos partiel pour donner l'identification du témoin. La présidente, madame la greffière d'audience, pouvons-nous passer brièvement à huis clos partiel? We are back to open session, Madam President. La greffière, nous sommes de retour en audience publique. Madame la présidente, la juge présidente, vous pouvez continuer. Le procureur, merci Madame la présidente. Les enfants, comme les autres personnes enlevées, n'étaient pas
capable, libre de laisser l'ARS sans souffrir des punitions graves ou alors risquer la mort. Le témoin P0139 se rappelle avoir vu un garçon qui avait été enlevé être battu à mort parce qu'il avait essayé de s'échapper. Référence UGAOTP 01910004, paragraphe 30 à 31. Les garçons comme les filles étaient forcés d'exécuter des tâches domestiques au sein de l'ARS. Ils devaient faire des travaux très physiques comme rassembler le bois de chauffe, préparer les campements, porter les provisions et les effets personnels des combattants de l'ARS et leurs épouses lorsqu'ils se déplaçaient. Certaines tâches étaient spécifiques au genre. Ma collègue Madame Ndaguiré a détaillé hier comment les filles enlevées étaient forcées de servir comme domestiques au sein de l'ARS, étaient sujettes à une violence sexuelle et reproductrice. Certaines des filles enlevées étaient également forcées de participer aux hostilités. Par exemple, le témoin P18 qui a pris part à l'attaque sur le camp de déplacés de Lukodi. Cependant, c'était principalement les garçons, y compris ceux âgés de moins de 15 ans, qui étaient forcés de s'entraîner comme des soldats et participer aux hostilités. L'accusation présente des témoins, de nombreux garçons qui ont été enlevés et poussés à combattre au sein de l'ARS lorsqu'ils étaient âgés de moins de 15 ans. La liste complète est disponible pour la Chambre à l'annexe E9 du mémoire pré-confirmation de l'accusation. Nous allons maintenant, de manière confidentielle, diffuser les images de certains de ces enfants. J'attendrai que le greffier d'audience me confirme que les images ne seront pas publiées dans la galerie publique. La greffière, les images sont prêtes à être diffusées uniquement dans la salle d'audience. La procureure, merci, Madame la greffière. Comme vous pouvez le voir, ces photos ont été prises des formulaires d'enregistrement au centre de réhabilitation et Mesdames les juges, Monsieur le juge, Madame la greffière d'audience, cela met fin à l'exposition des documents confidentiels. La juge présidente, je vous remercie. Veuillez poursuivre. Madame Henderson, merci Madame la présidente. À présent, je vais passer au récit individuel de certains des témoins d'enfants soldats de l'accusation. Le témoin P0264 avait environ 11 ans lorsqu'il a été enlevé en 2002.
Il a témoigné au procès d'Angwen qu'il avait été formé à l'utilisation des armes, à la défense et à l'embuscade de position. Il a également décrit un exemple de combat réel contre les forces gouvernementales ougandaises, dans lequel il faisait partie d'un groupe qui les a chargés, leur a tiré dessus et les a finalement vaincus. Madame la Présidente, à ce moment-là, le témoin était âgé de 12 ans. La référence est UGA OTP 00000673 entre les pages 28 et 34. Le témoin P0057 avait, quant à lui, environ 10 ans lorsqu'il a été enlevé par l'ARS. Il décrit avoir reçu une arme appelée AK et qu'on lui a appris à la manier. Il a ensuite été forcé de participer à l'attaque de l'ARS contre le camp de déplacés de Barlogno à l'âge de 12 ans environ, combattant les soldats du gouvernement et attaquant les civils sur ordre de son commandant Okot Ojambo. Référence UGA OTP 0069 05 15 au paragraphe 14, 59 et 60. Le témoin P0379 décrit avoir vu des enfants dans l'ARS qui étaient trop petits pour pouvoir porter leurs armes. Dans sa déposition au procès d'Angwen, il a déclaré que parfois, je cite, « Parfois, lorsqu'ils portaient leurs armes, ils traînaient les armes et ne pouvaient même pas se déplacer avec les armes sur une bonne distance. » Fin de citation, référence UGA OTP 0000 06 68 page 13. L'ARS a également utilisé des garçons comme guetteurs, éclaireurs et escortes, ainsi que pour piller des biens des sites d'attaque et les emporter. Il va sans dire que les enfants qui ont été forcés de combattre au sein de l'ARS ont été exposés à des préjudices inimaginables, tant pour leur bien-être psychologique que leur intégrité physique, y compris le risque d'être tués au combat. Le témoin P0307 décrit avoir été blessé à 2 reprises par balle par des soldats gouvernementaux lors d'un raid, une fois à l'épaule et une fois à l'estomac. Il avait entre 12 et 14 ans à l'époque. Référence UGA OTP 02 66 04 25 au paragraphe 49. Pourtant, les traumatismes physiques et psychologiques subis par les enfants de l'ARS ne se limitent pas à ceux résultant des combats. En effet, les enfants ont été arrachés à leur famille, parfois forcés d'assister au meurtre de leurs parents, donc par l'ARS. Je vous renvoie, mesdames, messieurs le juge, à l'exemple cité au paragraphe 146 du mémoire de l'accusation, mémoire de préconfirmation, note 424. Les enfants de l'ARS ont également été forcés de battre, voire de tuer d'autres personnes enlevées, des civils et des soldats gouvernementaux. En fait, être battu ou battre d'autres personnes était une forme courante d'initiation au sein de l'ARS. Encore une fois, j'attire votre attention, mesdames, messieurs le juge, sur le mémoire de préconfirmation de l'accusation en son paragraphe 146 pour des exemples précis. En fin de compte, les enfants ont été privés de la chance d'être des enfants, d'avoir une éducation et une enfance normale avec leur famille. Le témoin P0275 portait son uniforme scolaire au moment de son enlèvement lors d'une des attaques dans un camp de personnes déplacées faisant l'objet des charges. Il n'avait que 19 ans à l'époque. Lorsqu'un combattant de l'ARS a vu qu'il avait un crayon dans sa poche, il l'a jeté et a dit au témoin qu'il ne retournerait plus à l'école.
référence UGA OTP 02 44 33 98, paragraphe 48. Avant de conclure cette partie, mesdames, messieurs les juges, j'aborderai les chiffres détaillés contenus dans les accusations, c'est-à-dire le nombre d'enfants victimes de l'ARS pendant la période incriminée. De nouveau, il est important de souligner que l'approche de l'accusation est conservatrice en la matière. Nous affirmons en effet que l'ARS a réduit en esclavage au moins des milliers d'enfants au cours de la période incriminée. Nous affirmons en outre que l'ARS a enrôlé et utilisé pour participer aux hostilités au moins des milliers d'enfants de moins de 15 ans au cours de la même période. Pour prouver cela, nous nous appuyons sur la même analyse démographique que celle évoquée par ma collègue Mme Von Braun en ce qui concerne le nombre total d'enlèvements et par Mme Ndaguiré en ce qui concerne les crimes commis contre les femmes et les filles. Et au fin du compte-rendu, je répète la référence, les données présentées ici sont extraites du document portant la référence UGA OTP 00001133 à la page 3. Pour revenir une fois de plus à cette analyse, mesdames, messieurs les juges se souviendront peut-être que le nombre d'enlèvements enregistrés au cours de la période incriminée par l'accusation était de 10 993. La majorité d'entre eux, estimés à 6 209, avaient moins de 18 ans. Et parmi ceux-ci, on estime que 2556 étaient âgés de 15 à 17 ans. Et on estime que 3653 avaient moins de 15 ans. Vous verrez cette ventilation à l'écran, madame, monsieur le juge. Rappelons que pour les raisons exposées par madame Von Braun, ces chiffres représentent le nombre minimum absolu de personnes réduites en esclavage dans l'ARS pendant la période incriminée. Donc, même en adoptant une approche conservatrice, les chiffres de l'analyse démographique corroborent le fait qu'au moins des milliers d'enfants ont été réduits en esclavage, torturés, maltraités et persécutés, comme cela est détaillé dans les chefs d'accusation 15, 19, 20, 21, 22 et 23. J'en viens maintenant aux chiffres à l'appui des accusations d'enfants soldats, c'est-à-dire la conscription et l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour participer à des conflits. La même analyse démographique fournit une ventilation par sexe de quelques 3653 enfants de moins de 15 ans. La ventilation montre que l'on estime que 2397 de ces enfants de moins de 15 ans étaient des garçons. Je vous invite à consulter la ventilation qui est affichée à l'écran maintenant. Comme je l'ai déjà expliqué, les garçons enlevés étaient principalement conscrits et utilisés pour participer au combat. Les données ici proviennent de la page 4 du même rapport que j'ai cité précédemment. Encore une fois, en adoptant une approche conservatrice, on voit que ces chiffres corroborent le fait qu'au moins des milliers d'enfants de moins de 15 ans ont été enrôlés et utilisés pour participer activement aux hostilités, comme le montrent les chefs 25 et 26. En conclusion, mesdames, monsieur le juge, l'ensemble des preuves dont je n'ai souligné qu'une infime partie ici démontre que M. Kony était responsable des crimes suivants contre les enfants. Réduction en esclavage en tant que crime contre l'humanité, chef 15. Torture en tant que crime contre l'humanité, chef 19. Et, à titre subsidiaire, l'acte inhumain d'abus et de mauvais traitements graves en tant que crime contre l'humanité, chef 20. La torture en tant que crime de guerre, chef 21.
Et, à titre subsidiaire, le traitement cruel en tant que crime de guerre, chef 22. La persécution en tant que crime contre l'humanité, fondée sur le genre et l'âge, chef 23. La conscription d'enfants en tant que crime de guerre, chef 25. Et l'utilisation des enfants pour participer activement à des hostilités constitutifs de crimes de guerre, chef 26. Voici qui met fin à notre présentation des crimes systémiques. Cela conclut également notre présentation des crimes que nous reprochons à M. Kony d'avoir commis indirectement et conjointement avec d'autres ou par l'intermédiaire d'autres dans la structure de la RS. Dans cette dernière partie, j'aborderai les crimes commis directement et physiquement par M. Kony lorsqu'il a pris 2 femmes comme épouses forcées. L'une était une jeune femme, l'autre une fille. Comme l'a expliqué longuement ma collègue Mme Daguirre hier, l'ARS a forcé les femmes et les filles enlevées à devenir des partenaires conjugales des combattants de l'ARS. En tant que fondateur et leader du groupe, M. Kony ne faisait pas exception. C'est d'ailleurs lui-même qui est l'auteur de cette politique. Les éléments de preuve montrent que M. Kony avait des dizaines d'épouses pendant la période incriminée. Il est accusé des crimes qu'il a commis contre 2 d'entre elles, qu'il a commis sur le territoire de l'Ouganda et au cours de la période couverte par les accusations, c'est-à-dire entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005. Afin de préserver l'anonymat de ces 2 femmes, je vais simplement les appeler victime numéro 1 et victime numéro 2, comme nous l'avons fait dans notre document de notification des charges amendé. La victime numéro 1 a été enlevée par l'ARS en octobre 1991, alors qu'elle n'avait qu'environ 10 ans. Elle est restée dans l'ARS pendant quelques 14 ans. En 1993, alors que la victime avait environ 12 ans, M. Kony l'a forcée à devenir son épouse. Voici comment la victime décrit dans sa déclaration le processus qui a fait d'elle une épouse, et c'est ainsi qu'elle a décrit cette situation. Je cite, « Vous n'avez pas d'autre choix que de devenir une épouse. Pour devenir la femme de Kony, quand vous êtes enlevé et encore jeune, vous restez avec quelqu'un, vous aidez à la maison et vous vous occupez des enfants. À mesure que vous grandissez, l'homme prend la responsabilité. Parce que vous habitez chez un homme, quand vous grandissez, vous devenez sa femme et aucun autre homme ne peut vous parler. » Il s'agit d'une... Avec l'autorisation de la Cour, je fournirai les références de cette citation et des suivantes à la fin de ma présentation lors d'un court passage à huis clos partiel. La juge présidente, allez-y. La victime poursuit en décrivant comment M. Kony l'a forcée à devenir son épouse en ayant des rapports sexuels avec elle. Et je cite, « Le soir, Kony m'a dit que nous dormirions ensemble. Et j'ai dit à Kony que je dormirais dehors. Kony a dit que je ne pouvais pas dormir dehors car il allait pleuvoir sur moi. Kony m'a dit de dormir dans la maison avec lui. Kony est venu me voir et m'a dit qu'il ne pouvait pas rester seul car les autres grandes femmes n'étaient pas là. Quand je deviendrais son épouse et que si je refusais, les escortes me battraient. Puis Kony a dormi avec moi. Kony a eu de nouveaux rapports sexuels avec moi environ une semaine plus tard. La victime décrit comment, au moment où M. Kony l'a forcée à avoir des rapports sexuels avec lui, elle n'a rien fait car elle était seule. Il n'y avait personne pour l'aider. Elle craignait que les gardes du corps ne la tuent si elle criait. Ce mariage forcé s'est poursuivi pendant la période incriminée, principalement sur le territoire du Soudan, mais aussi sur le territoire de l'Ouganda,
lorsque M. Coney et la victime ont franchi la frontière pendant des périodes de temps entre 2003 et 2005. Pendant sa captivité et tout au long de la période couverte par les charges, le témoin accomplit toutes les tâches liées au rôle d'épouse forcée au sein de l'ARS, comme cuisiner, aller chercher de l'eau. En 2003, M. Coney et la victime sont retournés dans le nord de l'Ouganda, où le mariage forcé s'est poursuivi et ils ont continué à avoir des rapports sexuels. Au cours de son séjour au sein de l'ARS, la victime a été battue à plusieurs reprises sur ordre de M. Coney. L'une de ces occasions s'est produite dans le nord de l'Ouganda en 2003 ou 2004, lorsque M. Coney a ordonné à ses gardes du corps de frapper la victime. Un instant, je vous prie, Madame la Présidente. In 2005, En 2005, M. Coney et la victime sont également retournés dans le nord de l'Ouganda, alors que la victime était enceinte de son troisième enfant de lui. M. Coney l'a séquestrée avant la naissance de leur enfant. Il avait refusé de la libérer pendant sa grossesse, disant qu'elle devrait accoucher dans la brousse parce qu'il savait comment lutter contre les soldats du gouvernement pour la protéger. La victime a finalement accouché dans le nord de l'Ouganda en octobre 2005. La victime est restée dans l'environnement coercitif de l'ARS depuis son enlèvement et pendant la période incriminée. Peu de temps après son enlèvement en 1991, elle avait vu une autre fille se faire violemment battre après avoir tenté de s'échapper. Après avoir été témoin de cela, la victime ne voulait plus s'échapper. En tant qu'épouse de M. Coney, elle était toujours accompagnée d'un garde du corps armé, même pour aller chercher de l'eau. Elle craignait raisonnablement d'être abattue si elle avait tenté de s'échapper. Comme elle l'a dit aux enquêteurs, et je cite, « Je n'ai pas pensé à m'échapper car j'avais l'intention de rester en vie. » Fin de citation. Les agissements de M. Coney à l'égard de la victime numéro 1 remplissent tous les éléments des crimes qui lui sont reprochés au chef 30 à 39, à savoir qu'il a directement perpétré ces crimes au cours de la période incriminée. Et plus précisément, la réduction en esclavage en tant que crime contre l'humanité, chef 30, l'acte inhumain du mariage forcé en tant que crime contre l'humanité, chef numéro 31, le viol, constitutif de crime contre l'humanité et crime de guerre, chef 32 et 33. La torture en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre, chef 34 et 35. L'esclavage sexuel en tant que crime de guerre, chef 36. La grossesse forcée en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre, chef 37 et 38. Et la persécution constitutive de crimes contre l'humanité, chef numéro 39. La victime numéro 2, quant à elle, était l'une des écolières enlevées à l'école des filles de Douala en juin 2003, lors de l'incident décrit par ma collègue hier, Madame Daguiré. Elle avait environ 18 ans au moment de son enlèvement. Quelques semaines plus tard, en juillet 2003, alors toujours dans le nord de l'Ouganda, M. Coney a choisi cette jeune femme et l'a forcée à devenir son épouse. La victime raconte avoir refusé de se rendre au foyer de M. Coney la première fois qu'elle a été convoquée et avoir été battue par ses gardes du corps, les gardes du corps de M. Coney, qu'on appelait ses garçons, du fait de son refus. Voici ce qu'elle a dit dans sa déclaration. J'ai senti que je n'avais pas d'autre choix que d'avoir des relations sexuelles avec Coney. Je n'étais pas préparé, il m'a juste forcé.
Fin de citation. La victime décrit ensuite ce qui s'est passé lorsqu'elle s'est rendue au foyer de M. Coney. Je cite, « Il m'a attrapé, m'a jeté par terre, il m'a dit que je dormirais là. Il a dit que si je me comportais mal, il me battrait et que si j'avais oublié les fois où le garçon m'avait battu, il me battrait lui-même. Coney a couché avec moi ce jour-là, il a couché avec moi. » Après avoir violé la victime pour la première fois dans le nord de l'Ouganda, M. Coney l'a emmenée au Soudan, où elle est restée son épouse forcée jusqu'à ce qu'elle soit secourue plus d'1 an plus tard. En tant qu'épouse, la victime a été forcée d'effectuer des tâches domestiques, telles que laver les vêtements de M. Coney et faire la cuisine pour lui. Elle a été forcée de marcher sur de longues distances portant de lourdes charges. La victime est restée dans l'environnement coercitif de l'ARS pendant toute sa captivité. Elle a tenté de s'échapper avec d'autres filles après son enlèvement et a été battue avec un cadenas. Une autre fille a été si violemment battue qu'elle a failli mourir. Je demande maintenant votre permission, mesdames, monsieur le juge, de passer brièvement à huis clos partiel pour que je puisse lire au dossier de l'affaire les parties des déclarations relatives aux deux victimes dont j'ai parlé. La juge présidente, madame la greffière, oui, allez-y.
la greffière d'audience. Nous sommes de retour en audience publique, Madame la Présidente. La Présidente, très bien, merci. Madame Anderson. Madame Anderson, merci, Madame la Présidente. S'agissant des deux victimes, M. Coney a assumé les droits de propriété, les privant de liberté, en contrôlant leurs mouvements et leur environnement, en leur imposant des conditions qui les empêchaient de s'échapper, y compris en les plaçant sous garde militaire, en contrôlant leur autonomie sexuelle et reproductive, en exigeant d'elles un travail forcé et en les soumettant à des violences physiques et psychologiques, ainsi qu'à une douleur et une souffrance intense. De cette manière, M. Coney a réduit les deux victimes à un statut servile et les a privées de leurs droits humains fondamentaux. Les actes de M. Coney à l'égard de la victime numéro 2, précisément, remplissent tous les éléments des crimes reprochés aux chefs 30 à 36 et 39 qu'il a directement perpétrés au cours de la période incriminée, à savoir la réduction en esclavage en tant que crime contre l'humanité, chef 30, l'acte inhumain du mariage forcé, constitutif de crime contre l'humanité, chef 31, le viol en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre, chef 32 et 33, la torture en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre, chef 34 et 35, l'esclavage sexuel en tant que crime de guerre, chef 36, et la persécution constitutive de crime contre l'humanité, chef 39. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, j'en arrive à la fin de mon exposé sur la commission directe et les arguments de l'accusation sur le fond. Nous vous remercions de votre attention. La juge présidente, merci beaucoup, Madame la procureure. Il nous reste juste suffisamment de temps pour entendre les arguments des représentants légaux communs des victimes sur le fond. Allez-y, Maître Massida. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges. Je m'appelle Paulina Massida et ce matin, de concert avec mon collègue Paul Bradfield, nous allons exprimer les vues et préoccupations des victimes en l'espèce. Je parlerai des charges relatives aux attaques sur les camps de personnes déplacées. Monsieur Bradfield parlera d'autres crimes. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, le conflit armé entre l'armée de l'Ouganda et l'armée de résistance du Seigneur a déjà été décrit comme étant une des pires crises humanitaires oubliées par le monde. C'est l'une des guerres qui ont affligé l'Ouganda depuis son indépendance. Toutefois, ce fut une guerre particulièrement longue et brutale quant à son impact sur la population civile. Le nord de l'Ouganda a été le théâtre d'atrocités pendant des décennies. C'est une histoire de problèmes, de troubles et d'occasions perdues qui ont eu et continuent d'avoir un impact sur des générations. Avant l'insurrection de l'ARS, les habitants du nord de l'Ouganda vivaient une vie paisible. Lorsqu'on les interroge sur la vie qu'ils avaient avant que le conflit n'éclate en 1986, les membres de la communauté en parlent en termes très positifs. La vie était paisible et les gens étaient libres de vaquer à leurs activités quotidiennes. Ils menaient leur vie, sachant ce que le lendemain leur apporterait. Conducted by the Justice and Reconciliation Project in 2004. D'après une étude menée par le projet de justice et réconciliation en 2004, un résident de Lukodi a déclaré « Les gens étaient amicaux les uns envers les autres, prenaient une boisson ensemble, restaient ensemble tard, pouvaient dormir même au marché.
Il n'y avait pas de limite territoriale, les gens s'aimaient comme des frères et des sœurs. Il n'y avait pas de sida, il n'y avait pas de conflit. Soudainement, tout a changé lorsque l'ARS a commencé à mener des attaques contre les villages et les camps de déplacés internes. Près de 2 millions Ougandais du Nord, ce qui représente 90% de la population affectée, a été forcé d'abandonner leur maison, leur domicile où ils étaient autosuffisants pour vivre une vie d'incertitude dans les camps de déplacés internes, dépendant de l'assistance même pour la nourriture. Une étude de juillet 2003 a révélé qu'au moins 1000 personnes, et en particulier des enfants, mouraient dans ces camps chaque semaine. La forte densité de population dans les camps rendait les gens vulnérables et rendait difficile leur protection dans les cas d'incursion de l'ARS. Dans les camps, la protection était précaire, la vie était difficile, c'était un combat pour la survie. Il y avait des menaces constantes, des attaques constantes de l'ARS du fait de la présence continue. Les conditions de vie étaient difficiles, manquant d'hygiène, de nourriture, d'eau et le brisement des structures traditionnelles qui étaient en vigueur, sans compter l'insécurité. Le procureur a présenté des éléments de preuve suffisants pour sustenter tous les chefs d'accusation qui sont retenus contre M. Kony. Ces éléments de preuve constituent des fondements pertinents pour croire que M. Kony a commis tous les crimes qui lui sont reprochés pour remplir le seuil stipulé par l'article 61 du statut de Rome. Les attaques dans les camps de déplacés internes de Padjoulé, Abia, Bargnologno, Odek, Pagak, Lukodi et Abok. Il y avait une tension accrue, de nombreux épisodes de violence au nord de l'Ouganda depuis 1986. La montée de l'ARS, un mouvement d'insurrection qui visait à renverser le président Museveni, répandait la violence dans plusieurs zones du pays, y compris Gulu, Kitgum, Pader, Lira, Adjumani et Soroti. Par conséquent, un conflit non international a commencé entre le gouvernement de l'Ouganda et l'ARS et s'est poursuivi entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005, la période de décharge, est également reconnue par la Chambre de première instance 9 lors du jugement du procès Ongwen et également par Mme Sims hier. L'ARS avait une hiérarchie claire, bien structurée, bien organisée. Ils étaient armés, ils étaient à mesure de planifier et de mener des centaines d'attaques réussies contre la population civile. Non seulement ils ont défini des tactiques pour mener ces attaques, mais également étaient dotés de capacités militaires renforcées. Comme montré hier par Mme Brown, pendant la période de décharge, M. Kony avait un plan commun d'attaquer la population civile qui était perçu comme un soutien du gouvernement de Museveni. En tant que chef suprême de l'ARS, M. Kony avait le pouvoir ultime dans cette organisation. Il a planifié les opérations, pris des décisions stratégiques, défini et mis en œuvre des règles au sein de l'ARS, instruit les membres de l'ARS en leur donnant des ordres de tuer et de causer des dommages à la population civile. Il était averti de l'existence d'un conflit armé et tous ces facteurs constituent les éléments contextuels des crimes de guerre tels que définis dans la pratique en vigueur dans cette cour et décrite dans le document contenant les charges et le mémoire préconfirmation de l'accusation. Les éléments de preuve qui ont également été présentés par l'accusation et reconnus également lors du jugement, lors du procès Ongwen, montrent que l'ARS avait la capacité de mener des attaques généralisées et systématiques contre la population civile pendant une longue période de temps. Les attaques étaient menées
conformément à une politique organisationnelle. L'ARS a suivi un programme régulier pour mener ces attaques contre la population, commettant de nombreux crimes, y compris des meurtres, la torture, la réduction en esclavage, les pillages, la destruction de biens, des crimes sexuels et basés sur le genre, des traitements inhumains et cruels, des enlèvements d'enfants et d'adultes. Correspond to the pre-trial chamber's broad interpretation. Ces éléments correspondent à l'interprétation générale de la Chambre préliminaire de l'exigence de politique et de la notion d'organisation qu'ils ont régulièrement reconnue lorsqu'ils confirment les charges contre un suspect. Les victimes étaient des enfants, des femmes, des hommes non armés qui ne participaient pas activement au conflit armé. Ceci est vrai pour toutes les victimes des attaques qui participent à la procédure et davantage pour de nombreux enfants, des filles, des femmes qui sont devenues victimes du fait des crimes pour lesquels M. Kony est poursuivi. L'ARS a régulièrement attaqué les camps, en partie parce que M. Kony percevait ces victimes comme des soutiens ou des gens loyaux au gouvernement, mais également puisqu'ils étaient dans des zones protégées par l'UPDF et en partie parce qu'il avait besoin de recruter des soldats et des femmes pour son armée. La gravité des attaques qui semblaient se produire en vagues était marquée par de grands massacres et de petites attaques. Les attaques étaient bien planifiées, bien exécutées, suivant un standard, un mode opérationnel standard, comme l'a rappelé hier Madame Sims. Les rebelles coupaient généralement les membres, les oreilles, les seins. Ils perçaient les yeux, ils amputaient les membres. Et plusieurs de ces mutilations étaient faites pour prévenir des trahisons. Les meurtres de civils étaient généralisés. Les hommes étaient forcés de se coucher tête contre le sol et leurs têtes étaient explosées. Les femmes étaient forcés de se coucher sur le dos et leurs cous étaient coupés. D'autres étaient brûlés vivants dans leur maison. La plupart des victimes étaient mutilées, parfois décapitées, et pour la plupart ont souffert des blessures des rebelles, peut-être pendant qu'ils fuyaient ou qu'ils essayaient de survivre aux attaques. Les victimes étaient enlevées pour porter des biens, ce qui leur causait des douleurs physiques, y compris sur leurs jambes, leur poitrine, leur dos. Lorsqu'ils étaient trop vieux pour rester détenus, ils étaient soit relâchés, soit tués. Une victime se rappelle, et je cite, « Ils m'ont dit, porte la farine de mil et sors. » Ma mère a essayé de pleurer et ils ont dit, si ma mère continue de pleurer, ça veut dire qu'elle veut que je meure. Alors ma mère s'est tue. Dans notre maison, 2 de mes frères ont également été enlevés. Ce n'était pas que moi. Lorsque je suis sortie, j'ai trouvé mon père couché sur le ventre. Il y avait des femmes à côté de lui. Je ne savais pas à ce moment-là s'il vivait encore ou pas, puisque les soldats avaient des armes. Fin de citation. Pour les personnes enlevées, la difficulté commençait lorsqu'ils étaient enlevés dans leur famille sous la menace de violence. Ils étaient séparés de leurs êtres chers. Ils ne savaient pas où ils étaient amenés. Ils ne savaient pas s'ils allaient rentrer chez eux. Ils avaient peur pour leur vie, s'inquiétaient de la sécurité de leurs membres de famille. Si leurs membres de famille leur manquaient, ils se sentaient perdus, ils étaient effrayés.
Ils étaient forcés de marcher pendant des heures, portant de très lourdes charges. Très souvent, ils étaient faibles, ils étaient blessés. En plus de ces dommages émotionnels et physiques, il y avait la menace immédiate d'être battus ou tués s'ils essayaient de s'échapper ou alors s'ils n'étaient pas à mesure de marcher avec le groupe ou de porter les lourdes charges. Ils étaient informés de ces menaces dès leur enlèvement. Plusieurs des attaques étaient menées la nuit lorsque l'ARS menait des raids dans les villages et les camps de déplacés internes pour rechercher de la nourriture et d'autres provisions. Une victime à Barlogno a expliqué, je cite, « L'attaque a commencé. Il faisait presque nuit. Ils sont venus. Certains d'entre eux étaient vêtus d'uniformes militaires et cela a embrouillé tout le monde. On se disait que c'était le gouvernement. C'est ce que nous avons pensé. Ils ont entouré les baraquements, ils sont entrés dans le camp, ils ont commencé à brûler et puis nous nous sommes enfuis. Lorsque je suis revenu le jour suivant, plusieurs personnes étaient mortes. C'était si calme. Il y avait des corps sur la route. Vous ne pouviez pas conduire. Il y avait des personnes mortes partout. Vous pouviez trouver 5 personnes mortes dans une maison et personne, il n'y avait personne pour aider même à creuser des tombes. Vous deviez les creuser vous-même, enterrer ces personnes sans aucune cérémonie, sans aucun bien. Fin de citation. De nombreuses personnes sont mortes à Barlogno, tellement que des fosses communes ont dû être creusées, des enterrements de masse qui sont contraires à la tradition Lango. Généralement, il y a des cérémonies, des rituels de deuil et pour l'enterrement. À ce moment, le gouvernement ougandais a déclaré que les fosses communes étaient nécessaires pour s'adapter aux circonstances horribles. Le nombre de morts était tellement élevé, la sécurité autour du camp était trop précaire pour permettre des enterrements individuels. Une autre victime a rappelé, il y avait tellement de morts. Les corps ont été mis dans la fosse commune sans aucun ordre. C'était creusé, jeté. Ce n'était pas bon. J'en suis venu à accepter la raison pour laquelle le gouvernement a mis les gens là-bas, mais j'aurais souhaité que ma famille soit enterrée à la maison. Ça me trouble encore jusqu'à aujourd'hui. Fin de citation. Les récits des événements par les victimes révèlent que des crimes qu'ils ont souffert n'étaient pas spontanés, n'étaient pas des actes de violence spontanés ou isolés, mais plutôt une attaque planifiée, dirigée, organisée contre eux. C'était une attaque massive, exécutée de manière collective et grave, dirigée contre une multiplicité de victimes. En ce sens, le nombre de victimes affectées par les événements relevés par les charges est l'un des facteurs les plus pertinents à prendre en compte pour déterminer, sous le chapeau de l'article 7.1 du statut de Rome, si l'attaque contre la population civile était généralisée ou systématique. La large portée géographique des victimes, le large nombre de victimes qui participent dans cette affaire confirme la portée de cette attaque. Comme l'a expliqué Mme Pellé hier, 5 795 victimes ont été autorisées à participer à cette procédure. 95% d'eux ont souffert des 7 attaques pour lesquelles M. Kony est poursuivi. Les victimes des attaques, généralement, se rappellent de leur expérience comme suit, je cite. Il y avait des tueries tout le temps et tellement d'incendies que le lieu est devenu tellement éclairé, on pensait qu'il faisait jour. Au moment où ils sont partis, le camp entier était
couverts de corps, comme si c'était une chasse. Ils ont tué des gens comme s'ils chassaient des animaux. Fin de citation. Une victime à Abia a expliqué, je cite, « J'étais à l'intérieur lorsqu'on a entendu du remous et des tirs à distance. J'ai vu un groupe de personnes en uniforme. Ils mettaient le feu aux tentes. Les gens criaient, brûlant à l'intérieur des tentes. Ensuite, je les ai vus courir vers ma boutique. J'ai simplement porté mon enfant le plus jeune. J'ai couru. » Fin de citation. Il n'a pas pu sauver sa femme qui a été brutalement tuée à coups de machette et ses parents qui ont reçu des coups de feu. Les victimes ont indiqué plusieurs raisons de leur statut, parce que les résidents des camps de déplacés internes étaient perçus comme des soutiens du gouvernement, parce qu'ils avaient été perçus comme voulant rejoindre les unités de défense locales qui soutenaient l'UPFD. Et des victimes ont également expliqué qu'il était connu que M. Kony voulait les cibler parce qu'il ne soutenait pas son mouvement d'insurrection contre le président Museveni. Pour décrire pourquoi ils étaient ciblés, les victimes disaient, je cite, « On savait que nous allions être attaqués parce qu'ils pensaient que nous étions du côté du gouvernement, ou encore, ils nous ont ciblés parce que nous étions à Choli. » La reconnaissance du crime de persécution en lien aux attaques telles que décrit dans le document modifié contenant les charges et dans le mémoire de pré-confirmation est un autre important élément qui montre que les victimes doivent être reconnues lors de la confirmation des charges. Autre élément important, contrairement au droit international, les rebelles de l'ARS ont privé sévèrement les civils résidents à Padjoulé, Abia, Barlogno, Odek, Pagak, Lukodi et Abok de leurs droits fondamentaux à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la liberté de mouvement, à la propriété personnelle. Les victimes étaient privées de leurs droits, mais également soumises à la torture, au traitement cruel, inhumain et dégradant, sans compter l'esclavage et la servitude. L'ARS a cruellement attaqué les victimes, les hommes, les femmes, les personnes âgées, les enfants, les personnes vivant avec un handicap, sans aucune pitié, sans distinction de genre ou d'âge. Ceux qui ont survécu ont dû quitter leur maison, ont dû s'enfuir pour trouver refuge très loin pendant de nombreuses années par peur d'une autre attaque et perdant ainsi tout ce qu'ils avaient. Des mères ont été forcées de laisser leurs enfants, généralement des bébés, dans la brousse ou alors regarder comment leurs enfants étaient jetés contre des arbres ou au bord de la rue et tués. Une victime se rappelle, soudainement, j'ai vu tellement de soldats. Il y avait des balles, des machettes, ils coupaient des gens. J'ai été forcé de porter un sac de haricots sur la tête. Les rebelles nous frappaient durement. Ils ne nous permettaient même pas de nous reposer lorsqu'on portait des charges. Mon enfant pleurait et ne me permettait pas de bien porter le sac. Alors un des rebelles l'a pris, l'a jeté sur le bord de la route et je devais continuer de marcher. Plusieurs femmes et jeunes filles ont été violées. Certaines ont contracté des infections du fait de ces viols. D'autres ont été enceintes et ont donné naissance à des enfants qui, à leur tour, sont devenus des victimes et des victimes de stigmatisation. Les biens des victimes étaient systématiquement pillés et brûlés. Des victimes ont expliqué que l'ARS
a pris tout ce qu'ils possédaient, y compris tout ce qui pouvait leur permettre de survivre dans les conditions difficiles en Ouganda du Nord, telles que des marmites, des tasses, des vêtements. Ils prenaient également le bétail, qui était une source de revenus essentielle pour les personnes affectées, y compris d'autres biens qui avaient une signification particulière pour les communautés affectées, généralement pour leur culte traditionnel. Parfois, souvent, les victimes ont fait des listes détaillées des biens qui leur ont été pillés. Les conséquences de ces pillages massifs et systématiques, ainsi que la destruction des biens des victimes qu'ont souffert les victimes, ne sont pas seulement matérielles. De telles pertes, de tels dommages, non seulement d'être volés de leurs maigres ressources, leurs outils, leur lieu de vie, a eu un grand impact sur l'avenir des familles. La situation difficile matérielle dans laquelle la grande majorité des victimes vivaient déjà s'est terriblement aggravée. Ils ont été privés des moyens de subsistance quotidiens et de leur habitation. La brutalité des attaques, les pertes violentes et définitives qu'ils ont souffert, ainsi que le vide que cela a créé, a suscité peur et anxiété. Les victimes se sentaient sans recours et traumatisées profondément. Comment peut-on vivre et assurer la subsistance de sa famille sans un domicile, sans une terre, sans aliments, sans culture? Une victime de Pagak a expliqué, je cite, « Tous mes biens ont été pillés et détruits. Je suis resté sans rien. Ma famille entière est restée sans rien. » Nous ne pouvions pas rentrer dans notre village et nous avons été forcés de commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais comment le faire sans moyens de subsistance? Fin de citation. Des crimes commis au nord de l'Ouganda par l'ARS sous le commandement de M. Kony ont affecté des familles, des communautés, des hommes, des femmes, des enfants de tout âge. La fondation ou le fondement même de la vie de famille a été durablement compromis, sinon complètement détruit. Les conséquences horribles et prolongées de la guerre ont eu un terrible impact sur les individus, mais également dévasté la société en érodant la culture solide et variée des peuples Acholi, Teso et Lango. La cohésion familiale, les liens familiaux ont été perdus. Les pères ont perdu leur position dans la société, dans la vie. L'instruction culturelle des enfants a disparu. De plus, à mesure que les personnes vivant dans les camps de déplacés internes sont revenues d'exil, il a été difficile pour eux de reconstruire leur vie. Ils ont eu de grandes difficultés de réinstallation et de réconciliation avec la communauté. Le grave dommage causé aux victimes a également eu des répercussions sur des générations. La reconnaissance des crimes et des souffrances dans une cour est essentielle pour que les victimes sachent que leurs droits à la connaissance de la vérité et de reconstruire leur vie sont respectés. La justice restauratrice pour les victimes ne pourra être garantie que si les crimes commis sont dûment reconnus dans la décision qui confirmera les charges retenues contre M. Kony. Ceci conclut ainsi les charges. Je suppose à temps pour la pause. Mon collègue Bradfield vous parlera après la pause des crimes thématiques. Nous vous remercions beaucoup, mesdames, messieurs les juges, de cette opportunité de prendre la parole. Merci. La juge présidente, merci. Conseil, nous prendrons donc maintenant
la pause du matin et nous reprendrons à 11h30. All rise. We will